3 potes qui déconnent, après on se met autour d'une table, après on structure, et après on apprend par cœur. Nous on a 35 ans de carrière, on a fait 180 sketchs, 4 films, en radio on en a écrit 400, on a fait 15 chansons dont les 3/4 sont des tubes. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Ouais Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Moi d'où je viens, c'était pas gagné. J'avais une maladie des os, je ne savais pas parler, j'avais pas de mots. Je vois certains parents qui n'encouragent pas leurs enfants parce qu'ils prennent une voie ouais, je veux faire de la peinture. Non, tu vas faire Polytechnique. Ouais, je veux faire de la musique. Non, non, tu vas faire l'ENA. Je veux être médecin. Ah oui, ça c'est bien. Les parents qui ne donnent pas confiance à leurs enfants, c'est une erreur monumentale parce que... Je suis sûr que si je te dis sans patate, Isabelle a les yeux bleus, ou bien c'est ton destin, tu vois à qui je fais référence. Je suis avec Pascal Légitimus du trio comique mythique Les Inconnus. Humoriste, acteur, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français, c'est un véritable touche-à-tout, un vrai artiste. C'est incroyable sincèrement d'être assis en face de lui, tant Les Inconnus ont eu un impact dans ma jeunesse. Pascal Légitimus, c'est également une carrière solo bien remplie, autant au théâtre qu'au cinéma, en passant de la scène aux coulisses, ainsi que de devant à derrière la caméra. Dans cette conversation, tu vas pouvoir le découvrir d'une autre manière. Il reviendra sur des moments clés de sa carrière et se confiera sur son passé. Il a vraiment dû et su se battre et travailler dur pour en arriver là où on le connaît tous, et ça c'est vraiment inspirant. On va revenir entre autres sur son enfance et des problèmes de santé qui fait qu'on ne le prédestinait absolument pas à la carrière qu'il a aujourd'hui. On reviendra aussi sur le racisme tel qu'il était à l'époque. J'ai adoré aborder des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de le questionner, tels que l'importance de la spiritualité chez lui, ou bien encore apprendre sur sa vision de l'éducation familiale. C'était vraiment un moment ultra enrichissant. Je te laisse découvrir ou redécouvrir Pascal Légitimus. Tu vas adorer ce moment. Mon père a eu la très très bonne idée de me faire faire du théâtre à l'âge de 9 ans. Donc il m'a inscrit dans une comédie musicale pour enfants, produite par Marc Mercadier, qui s'intitulait à l'époque, comme quoi il n'y a pas de hasard, La planète inconnue. À un moment donné, on avait des costumes de cosmonautes qui étaient en sky, jaune, avec des casques. Et pendant l'entracte, je me rends compte que j'ai ma fermeture éclair qui est un peu déchirée. On avait 2 couturières qui étaient des sœurs jumelles. Je dis, madame, regardez. Alors, elle me recoule le truc. Et là, le spectacle commence. Je dis, je dois y aller, madame, je dois y aller. Ouais, attends, tu vas pas y aller comme ça, petit. Donc, elle me recoule le truc. Et je loupe 1 minute de la deuxième partie du spectacle. Alors, les autres se sont débrouillés sans moi. Je suis cousu, j'arrive en coulisses, et puis je vois que tout le monde est en train de jouer sur scène, et je me dis, mais comment je vais, moi, rentrer? Et ben, j'ai improvisé. J'ai dit, ah, salut, ça va, ouais, j'étais aux toilettes et tout. Enfin, toi, j'ai inventé un truc, et je me suis intégré. Et c'est ça qui m'a donné le déclic de me dire, on peut s'amuser, on peut rire de tout, c'est pas grave. Et puis, j'étais inventif à ce moment-là, donc ça m'a rassuré sur le fait que voilà, je pouvais assumer ce métier-là avec bonheur. Dans une vidéo, j'ai vu un moment de ta vie qui m'a touché. Tu pourrais parler de cette infirmière qui s'est occupée de toi. J'aimerais comprendre. Ça a joué quel rôle pour toi dans ta vie, ce moment? Et ça, si tu peux le raconter? C'est pas un rôle, c'est une situation qui m'a échappé parce que j'avais une maladie des os. Quand ma mère me donnait le biberon, le sein, je fixais pas le calcium. Donc, j'avais les os mous. Le médecin de famille de l'époque a dit à mes parents, cet enfant, il a besoin de soleil, vitamine E, vitamine D. On m'a mis dans un sanatorium dans le sud de la France. J'avais 2 ans. Donc imagine-toi, on te prend à 2 ans et pendant 2 ans, tu vois pas tes parents. Donc tu ne sais pas marcher, tu n'attaches pas tes lacets, tu es mutique. Et quand je suis revenu, mon frère était né. Donc il avait pris ma place inconsciemment. Tu as des souvenirs de ce moment-là ou pas? Oui, bien sûr. Je parlais pas. C'est-à-dire que tu disais, il est où Pascal? Ah, il est là. Tu vois, j'étais vraiment fermé parce que je n'avais aucune notion d'expression. Je ne savais pas parler, j'avais pas de mots, je n'utilisais pas de mots. Et donc, il y avait une infirmière à l'époque qui s'occupait de moi, qui était le seul référent maternel que j'avais. Cette infirmière qui s'appelle Madame Lallemand. Donc, j'avoue que grosse carence affective. Voilà. Je pense que ça a dû me former inconsciemment parce que le fait que je ne parlais pas m'a permis de développer les autres sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe,
le nez, d'observer. D'où le fait que je puisse reproduire tout ce que je vois. C'est-à-dire que je suis capable de reproduire tout ce que je vois. Donc par rapport à mon métier, c'est plutôt pas mal. Et à quel moment t'es passé de Pascal on le voit pas à Pascal il s'exprime et il fait des sketchs et il fait rire les autres? Grâce à mon père qui a eu la très très bonne idée de me faire du théâtre à l'âge de 9 ans. Il a dit, ce gars-là, on va essayer de le sortir de sa torpeur. Donc il m'a fait faire du théâtre. Donc il m'a inscrit dans une comédie musicale pour enfants, produite par Matt Mercadier, qui s'intitulait à l'époque, comme quoi il n'y a pas de hasard, La planète inconnue. C'était l'histoire de quelques gamins, donc il y avait une chinoise, un blond aux yeux bleus, moi, tu vois, il fallait des enfants qui représentaient en fait les enfants de tous les pays. Et on devait emmener Adam et Ève, donc ça se passait en l'an 3000, sur une autre planète. Voilà. Donc il y avait des chansons, des chorégraphies, et moi j'ai kiffé. Le fait de ne pas être moi, de m'extérioriser de ce monde où j'étais pas à l'aise, le fait de m'exprimer sur scène, de danser, j'ai dit waouh, c'est ça qu'il me faut. Donc j'ai prolongé le plaisir. Et vous êtes rencontrés comment après avec Les Inconnus? Moi j'ai joué au Café Théâtre avec Didier en 1980, dans Phèdre à repasser de Pierre Dac. Lui était au conservatoire, mais j'étais en fac. Et lui a joué avec Bernard. Voilà. Donc du coup on s'est coagulés tous les trois. Et on s'est retrouvés au Théâtre de Bouvard en 82. La notoriété, elle est arrivée vite? Chez Bouvard, oui. C'est-à-dire qu'au Théâtre de Bouvard, on était tous les jours à 8h moins quart, on faisait des sketchs. On était 25. Il y avait Las Palais Chevalier, Mimi Mati, Michel Bernier, Smaïn. Je crois qu'on a le record de Guinness du meilleur audimat. Je crois que c'était 52% de part de marché. Il y avait 25 millions de gens qui nous regardaient tous les jours. Wow. Donc on était, toi, les petits chouchous. Les gens ne voyaient plus ma couleur. Avant, ils disaient, ah, c'est le Black, là, chez Bouvard, il est drôle. Après, c'est les Géminus, comment il s'appelle? Ah, et après, c'était Pascal. Donc, il y a eu une évolution. Vos rôles, ils étaient un peu dispatchés comment? C'était quoi vos forces à chacun? Didier était plus à la mise en scène, parce qu'il adore ça, et c'est vrai qu'il a cette notion de chef de clan. Bernard, c'est plus sur le texte, la structure. Et moi, c'est des idées. Dans l'imagination, très créatif. Mais on peut, chacun, à notre tour, changer de rôle. Mais quand on est ensemble, il y a des placements automatiques. Qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas plus de projets ensemble? Parce qu'on en a déjà fait beaucoup. Nous, on a 35 ans de carrière, donc on a fait 180 sketchs, 4 films. En radio, on en a écrit 400. On a fait 15 chansons, dont les 3/4 sont des tubes. Non, on a beaucoup travaillé, donc c'est vrai qu'il y a une vraie demande. On sent vraiment que de la part du public, il y a un amour. C'est clair, moi c'est... Les gens sont aimants dans les deux sens du terme, mais à un moment donné, quand t'as plus de jus... C'était important au bout d'un moment de vous dire, bon là, on va faire d'autres choses? Déjà, on est en jachère, c'est-à-dire que chacun va travailler son jardin, le cultiver, pour après mieux revenir dans le groupe. C'est bien aussi de s'aérer un petit peu. Mais c'est pas dit encore, on n'est pas à la retraite. Tu l'as vécu comment, toi, cette notoriété d'un coup, d'avoir tous les Français qui s'intéressent à toi, qui parlent de toi? C'était génial parce qu'en fait, la carence affective que j'ai subie étant jeune, je l'avais multipliée par 10 puissance 1000 avec les spectateurs. En dehors de ma famille, évidemment, parce que mes parents étaient très aimants, mais il se trouve que j'avais quand même cette empreinte. Moi, ça m'a fait du bien. Et par rapport au racisme, c'était aussi important parce que, bon, évidemment, j'ai subi un peu le racisme quand j'étais gamin. Je me faisais souvent arrêter par les flics. Donc on me demandait toujours mes papiers. Je dis oui mais je suis français, ouais c'est ça, papier. Donc je montrais mes papiers. Ouais ok d'accord. Donc ça je l'ai subi pendant quelques années. Et il se trouve que le spectateur lambda, lui n'avait pas ce regard-là. Pour lui j'étais quelqu'un qui lui faisait du bien, je les faisais rire, donc il me le rendait. Et encore aujourd'hui. Donc l'humour était un passeport pour moi. C'est quoi toi ta vision de l'évolution de l'humour avec le temps? Il est certain qu'avec Les Inconnus on avait carte blanche. Aujourd'hui il est plus compliqué de s'exprimer parce qu'en fait à une certaine époque, sur les chaînes de télévision, notamment à Antenne 2, dans les années 80, les gens s'exprimaient via des lettres. Pour te dire qu'ils sont pas contents, par Exactement. exemple. Donc nous, les artistes, les lettres, elles étaient bloquées dans les chaînes de télé. Mais un jour, j'ai reçu une lettre en direct que m'a remis l'assistant de Philippe Bouvard. À l'époque, j'étais au Théâtre de Bouvard. Donc il y avait Smaïn et moi. On était tous les deux donc les deux premiers acteurs à forte pigmentation. Et un jour, je reçois une lettre. Tu verras, c'est assez violent. Quel est ce nègre et ce bico qui salissent notre télévision à 8h moins quart. Quand tu reçois une lettre comme ça, tu fais « Ah, wow !» ça, tu vois. C'est quoi la partie qui t'a dérangé dans cette phrase le plus? C'est pas les mots qui m'ont gêné, parce que les mots, je les connais, parce que je les ai entendus. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour la poster, l'écrire? Il y a une vraie démarche. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt mal. Et j'aime bien cette phrase qui dit que le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Donc c'est une personne qui est vraiment mal elle-même. Moi, je suis un alibi, ainsi que Smaïn, on était des alibis pour déverser son fiel. Aujourd'hui, c'est pareil, sauf qu'aujourd'hui, les gens s'expriment.
Et on voit tout, Twitter, Facebook, Instagram. Et en plus, il y a un effet de masse quand il y en a un qui s'exprime. Voilà. Lié un peu à tout ce qui se passe en ce moment, c'est quoi tes projets? Est-ce que c'est plus théâtre, cinéma, comédie? Pour l'instant, je libère du temps pour ça. C'est pas une biographie, en fait. C'est pas que des blagues, c'est surtout, en fait, un livre de philosophie qui me représente assez. Voilà. Si, imaginons, il y avait une nouvelle loi qui disait que 90% des livres devaient être supprimés, Oui. et tu peux garder que 10% du livre, tu gardes quoi de ce livre? Juste la couverture. Parce que tout est dit, en fait. L'alphabétisier. OK, donc on se dit, tiens, il y a un bêtisier. Après, il y a la préfarce. Il y a la personne qui a eu l'idée, à qui je rends hommage, à qui j'ai travaillé. Et puis, il y a moi. Ensuite, il y a un hommage à mes camarades. Voyage en termes inconnus. Donc, tout est dit. Toute ton histoire. Et ça veut dire quoi, alphabétisier? Ce sont des bêtises intelligentes, enfin, j'espère, sur la vie, sur la mort, sur la société. Tu peux en lire une que t'adores? Ben non, en fait, tu ouvres n'importe où, c'est ça le principe. Quand je fais des dédicaces, les gens me disent, ouais, alors c'est quoi votre truc là? Je dis, bah ouvrez-le. Et quand ils l'ouvrent, bah, soit ils sourient, soit ils réfléchissent, ou alors ils rient. C'est hyper original, comment t'as eu l'idée de faire ça? L'idée, c'est pas moi au départ, c'est ce camarade Gilbert Juin, qui est un journaliste très reconnu dans notre profession, qui a eu l'idée simplement de prendre un mot, d'enlever une lettre ou de rajouter une lettre. Ça, c'est le premier principe. Donc, il a pris le mot banqueroute, il a rajouté un P, ça fait banqueroute, une banque qui sent le gaz. On a gardé 80% de l'alphabet, parce qu'il y a des mots qui étaient improbables ou indisibles. Après, on a créé des fausses épitaphes, parce qu'on est allé plus loin. Celle de Macron, c'est « Emmanuel, tu descends », c'est déjà fait. Tout simplement. Le président est mort. C'est un bouquin de réflexion, en toute modestie, comme le faisait Pierre Dac, Alphonse Sallet. Voilà. C'est quoi que tu adores le plus, toi, entre l'écriture, la mise en scène, jouer? J'adore jouer de prime abord, écrire ensuite, et après réaliser. Et entre ton expérience, on va dire, du théâtre et du cinéma, c'est quoi que tu préfères entre les deux? Le théâtre, évidemment, parce que c'est un spectacle vivant. Quand on est sur scène, T'as les rires, tout est en live. Tu peux réagir à la seconde près, à l'écoute. T'es vraiment open space avec tous tes sens. Tandis qu'au cinéma, c'est une industrie, quoi. C'est le 7e art. Donc, il y a une caméra qui est là, il y a un micro qui est là. Tu fais 10, 20, 30 prises, on prend la meilleure. Bon, parfois tu peux être mauvais, on s'arrange pour que tu sois bon. Donc, c'est pas... Et au théâtre, il n'y a pas de tricherie. Quand t'es pas bon, ça se voit tout de suite. Et le spectateur le ressent. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Le spectateur a le talent que tu veux bien lui donner ». Et ça, c'est vrai. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'on pense et non pas ce qu'on dit. C'est quoi la place de la spiritualité aujourd'hui pour toi dans ta vie? Très importante. J'aime bien ce qui est invisible parce que j'estime que je suis en quête de vérité. J'aime bien aussi la langue des oiseaux. Ce sont des mots ou des phrases symboliques qui permettent de dire des choses comprises que par certains. Et certaines langues, notamment le latin, a été écrit en fonction de ça. Si je te dis par exemple sur une porte, il y a un verrou. En fait, c'est vers ou. À l'envers, ça fait quoi? Ou, vers. La lettre M, c'est une femme qui accouche. La jambe, la cuisse, la jambe. Symboliquement, c'est M. Donc, elle a été construite par rapport à ça. Donc, mummy, mother, maman, logique. Et après, si on va plus loin, le mot précieux veut dire près des cieux. Pourquoi on dit la langue des oiseaux? Parce qu'on dit un corbeau, une mésange de toi. Donc, il y a une signification symbolique. Donc, quand tu as un oiseau qui rentre dans ta maison, ou qui percute ton carreau, ou une chouette ou un hibou, c'est qu'il y a une signification symbolique. C'est que le monde qui nous entoure nous parle et s'exprime. Ça te fascine en gros ce qu'on peut pas voir facilement en fait? Ben oui, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se résoudre à se limiter à ce qu'on est. Il y a forcément autour de nous, j'estime, on a des couleurs. Quand on est malade, forcément, il y a un truc qui ne va pas. Quand on dit la maladie, c'est le mal a dit. Le corps te dit, j'ai un problème, je t'envoie un signe. Donc, tu as des boutons, tu vomis, tu as un truc qui ne va pas. Donc, on est des machines de guerre, en fait. T'as commencé quand, on va dire, cet amour, cette passion pour ça? Dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à chercher, à fouiller. Ça m'intéresse. Et ta famille, eux, ils étaient intéressés par ça ou pas spécialement? Mon père, oui. Ma grand-mère, beaucoup. Et d'autres, certains membres de ma famille, ouais. Dans ta carrière, il y a eu des moments où, soit de l'entourage, soit un entourage un peu plus éloigné, des gens qui t'ont dit non mais ça, tel projet, tel truc, c'est impossible, tu vas pas y arriver. Oui, bien sûr. La raison pour laquelle je te pose la question, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans mon audience qui m'écrivent en disant voilà, j'arrive pas à réaliser mon rêve parce que mes parents, ils y croient pas, parce que ma femme, mon mari, mes enfants, mon collègue, mon boss. Et cette pression un petit peu du regard des autres, elle est très forte.
C'est quoi, toi, ton rapport, justement, à ce que les autres peuvent dire de tel truc est possible ou pas? Je pense que c'est la famille qui crée des monstres. La famille a un rôle très important dans l'éducation, bien évidemment. Les parents qui ne donnent pas confiance à leurs enfants, c'est une erreur monumentale parce qu'on a besoin d'un socle positif, d'être encouragé. On vit à travers le regard de quelqu'un, le regard du père, le regard affectif de la mère. Moi, j'ai eu la chance que mes parents m'aient plutôt encouragé à faire ce que j'ai fait. Bon, ma mère était plutôt couturière et mon père était acteur, mais mon père m'a toujours dit fais bien ton travail, arrive à l'heure, apprends ton texte et bosse plus que les autres parce que ça va être compliqué pour toi. J'avoue que je vois certains parents qui n'encouragent pas leurs enfants parce qu'ils prennent une voie. Ouais, je veux faire de la peinture. Ouais, non, tu vas te faire Polytechnique. Ouais, je veux faire de la musique. Non, tu vas faire l'ENA. Je veux être médecin. Ah oui, ça c'est bien. Ouais, tu vois, à un moment donné. En fait, tout est possible pour toi, mais tu choisis un métier dans ces cases-là. Oui, voilà, donc parce que les parents ont peur. Ils ont peur, donc ils pensent que d'avoir ces métiers-là, comme les métiers basiques, tu sais, notaire, médecin, c'est rassurant. Il faut que les enfants fassent leurs propres erreurs à un moment donné. Bah, ils se plantent, mais il ne faut pas les brider. L'éducation, c'est un sujet qui me passionne. De tout ce que tu dis là, c'est quoi les choses qui, pour toi, en tant que parent, en tant que père, sont importantes justement? Beaucoup de gens font des enfants, ils ne savent pas comment ça marche. C'est quoi le mode d'emploi pour moi, si tu me le résumais là? Ne pas faire des enfants trop tôt déjà. Trouver la bonne personne, parce que souvent on va trop vite. Souvent on voit que l'apparence. Il y en a qui sont très très forts pour cacher leurs défauts. Et ensuite, pourquoi on fait des enfants? Il n'y a pas d'école parentale, il n'y a pas d'école de la sexualité. Donc on fait tous des erreurs, on apprend en cours de route. Et quand on fait des erreurs en cours de route, on fait des malheureux. C'est très complexe. C'est pour ça qu'on s'aventure un peu dans la jungle amoureuse. Ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les outils. Et dans ton expérience de papa, c'est quoi les enseignements que tu as tirés où tu me dirais, tiens, je souhaiterais à tes enfants que tu sois capable d'apprendre de ça? Le seul compliment que je puisse te faire qui est vraiment efficace, c'est d'observer ton enfant toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes, voir comment il fonctionne. Un gamin dit « Papa, attends 2 secondes, j'ai pas le temps ». Rien que cette phrase-là, à vie, ça peut le perturber. « Oh papa, s'il te plaît, oui quoi ?» Rien que le « oui quoi ?» Parce que t'es énervé, le gamin, il va rien dire, mais il va ressentir quelque chose. Et ça, et tout est comme ça. Jusqu'à l'âge de 7 ans, tu fais un boulot tu suis, tu l'arroses, tu t'es présent. En ce moment, c'est ça, tous les parents sont comme ça. Ouais, bien sûr. Papa, oui quoi? À un moment donné, c'est mort. Donc il y a une génération là de gamins qui se réfugient sur les tablettes. Moi, ma gamine, il n'y a pas de tablette, il n'y a rien, mais rien. De temps en temps, elle a un jeu, mais qui est créatif. Mais elle lit 2 bouquins par semaine. On l'emmène au musée. Trop cool. Elle va au cinéma. C'est quoi ta vision à l'inverse, tu as le côté surprotecteur? Je suis sévère quand il faut, gentil quand il faut, mais jamais trop ou pas assez. C'est toujours en fonction de ce qui se passe en face de moi. Papa, faut que je te parle. Oui, je t'écoute. Ils n'ont pas. Ouais, vas-y. Tu sais, je t'écoute. Oui, je me pose, j'arrête, je t'écoute. Papa, j'ai besoin de toi. Oui. Tu veux me chercher à l'école? Écoute, là, je vais au théâtre, donc j'aurai pas le temps. Mais demain, oui. Enfin, toi, il y a toujours. Mais bon, je dis que c'est pas facile, hein. Je dis pas que je suis le meilleur papa du monde, mais. Un soir, t'es fatigué, t'as faim, t'as une journée stressante et t'as ta fille qui arrive, comment tu gères? Je fais l'effort. Mais en toi, là, comment ça se passe? Parce que j'imagine qu'il y a le côté humain qui peut dire... C'est comme un acteur, j'ai un rôle à faire, je joue une pièce de théâtre, je suis fatigué, je suis crevé, je suis enrhumé, je vais jouer devant 1000 personnes, j'y vais. L'éducation, c'est pareil, c'est tellement important, parce que tu vas créer des monstres. Ça a été quoi un des moments les plus challengeants de ta carrière? Est-ce que ça t'a appris en fait? Il y a très 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 longtemps, à mes débuts, il y a un manager-producteur antillais qui me dit « Pascal, voilà, il y a des notables antillais qui vont venir à Paris. J'ai loué un salon et j'aimerais bien que tu fasses une petite animation, des sketchs pendant une demi-heure, ça serait super. » Je dis « Ok, avec plaisir. » Il me dit « T'as besoin de quoi ?» J'ai besoin d'un micro pour qu'on m'entende, une lumière pour qu'on me voie et un plateau pour être au-dessus parce que ça va être un dîner en plus. Il me dit « Ok. » Je dis « Ça commence à quelle heure ?» « Ça commence à 20h, tu viens ici à 19h et c'est bon. » J'arrive à 19h et il n'y avait rien. Pas de micro, pas de projecteur et pas d'estrade. Il me dit « C'est bon Pascal, tu peux, dans 1 heure c'est bon. » Je dis « Mais il n'y a rien là. »« Oui, mais j'ai pas trouvé, tu te démerdes, t'es professionnel, allez vas-y. » Wow. Donc tout ce que j'avais prévu, anticipé au niveau de l'écriture, je l'ai maudit évidemment parce que je me suis dit, voilà, je vais être minable. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai improvisé, j'ai pris une serviette, j'ai fait comme un madras, tu sais, et puis j'ai joué une antillaise et je suis passé entre les tables. Et à chaque table, je faisais des vannes.
Et le mec, il me dit, ouais, c'était pas terrible, hein, je te donne la moitié de ton cachet. J'ai fait, ok. Donc maintenant, plus jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je check avant. Ou j'envoie des gens checker pour moi. C'est quoi un de tes plus gros kiffs de ta carrière? J'imagine il y en a plusieurs, un qui te vient comme ça. C'est quand j'ai joué cette comédie musicale pour enfants, le fait d'avoir serré la main à Armstrong, le cosmonaute. Parce que comme nous faisions une pièce où on était habillé en cosmonaute, Marthe Mercadier a eu la bonne idée, donc c'était en 69, la fameuse année où il est monté là-haut sur la Lune, elle a eu la bonne idée de nous emmener à l'ambassade des États-Unis, sur la place de la Concorde, parce qu'ils venaient pour célébrer leur arrivée et leur départ. Dès qu'ils sont sortis de la limousine, elle nous a poussés dans leurs bras, donc on est arrivé et Armstrong m'a vu, il m'a serré la main, il a vu 2 petits cosmonautes, donc pour lui c'était une espèce d'icône représentative de son métier. Donc j'ai une photo, je lui serre la main comme ça, pop, pop, voilà. Donc ça, tiens, je démarre bien ma carrière. Je m'étais dit, quand tu veux quelque chose à bon escient, sans penser à mal, je pense que tout est possible. Tu pars de rien et tu arrives à tout. Et donc je dirais cette phrase d'Épictète, qui est un philosophe grec, qui disait « Quand on naît, on n'a rien. Quand on meurt, on n'a plus rien. Entre les deux, on profite. » Est-ce que tu savais que seulement 40% des Français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes? C'est effrayant. Il y a 10 ans, j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore. J'avais envie de changer ma vie, mais en fait, je doutais énormément de moi, jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait que monsieur, madame, tout le monde, comme moi, ne faisait pas. Ce truc a changé ma vie. En ce moment, j'organise une conférence en ligne, gratuite, accessible depuis Internet, où je partage cette même stratégie qui, une fois que tu l'auras dans tes mains, va te permettre d'avoir la vie qui te correspond vraiment et te permettre d'être libre, heureux et enfin confiant. Comment ça marche? Premier inscrit, premier servi. Donc voilà, prends ta place. Je te dis à très vite pour cette conférence en ligne, accessible depuis partout, ton téléphone, ton ordi, et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie. Allez, à toutes.